Bienvenue dans le débrief Ado, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale. Oui, parce que pour la première fois, il intervient sur cette chaîne. D'ailleurs, je sais même pas s'il connaît Interactive Trading. C'est également la première fois que j'accueille quelqu'un sur la chaîne en réel, dans mon bureau. Alors là, pour le moment, il est bien caché. Il paraît même que s'il aime ça, il interviendra plus souvent. Ça dépend, voilà, ça dépend de ça. Bon, nous allons arrêter un peu le suspense vraiment intenable. Et nous allons tout de suite accueillir... Rodolphe, et que ça fait un moment que vous l'attendiez sur cette chaîne, et ben le voici en chair et en os. Alors on va respecter les distances d'1,50 m de sécurité. Comme à notre habitude, on va faire le débrief de la semaine avec une première partie de semaine qui était tout de même un long fleuve tranquille. C'était tranquillou comme ça avec toujours des indices américains, toujours en surperformance par rapport aux indices européens qui eux plafonnent sur des zones de résistance. J'ajouterais juste quand même que le Dow Jones, bon c'est pas l'indice directeur, hein, c'est plutôt le SP500 et tout, mais le Dow Jones il n'arrive pas à s'installer au-dessus des 28 000 points. Depuis que la crise de la Covid a eu lieu, impossible de casser ces 28 000 points. Et en plus, les indices européens t'en parlaient. Eux, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais attention au croisement baissier MM20, MM50 en journalier à la baisse. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé depuis tout en bas. Il va falloir faire un peu prudent sur les indices européens dans les prochains jours, semaines. Surtout que la deuxième partie de la semaine, enfin, la deuxième partie c'était vendredi, 7h... 7h moins 10, je crois. 7h moins 10, très exactement. Monsieur Trump, hein, t'es sûrement pas passé à travers, hein, qui a eu le Covid qui est testé positif. Effondrement de tous les indices, les indices US, les indices européens. Mais attention, une petite chose qu'on précise souvent sur IVT, c'est ce qu'on appelle la scène du crime. Souvent, les indices reviennent l'après-midi, c'est ce qui est en train de se passer, je crois, au niveau où ils étaient juste avant que la fameuse news Covid de Trump tombe. Par exemple, sur le dos, c'est 27 007 de mémoire, et je crois qu'on vient de les atteindre avant éventuellement de réinitier leur position et de savoir se réajuster, mais souvent, ils reviennent sur cette scène de crime. C'est vrai que dès que les indices américains ont ouvert à 15h30, bim, le dos, je crois, il a pris 200-300 points. Et là, le dos est en train de retomber au moment où on est en train de tourner la vidéo. Oui, parce que les marchés sont encore ouverts. Bref, nous avons eu donc des news macroéconomiques. Si tu suis 19h45 du lundi au jeudi, cette chaîne... Tu as dû voir les vidéos d'examen. Exactement. Et c'est important, tous les soirs, maintenant 19h45, il aborde un sujet, l'impact du jour, franchement c'est top. Et du coup, on avait évoqué les news macroéconomiques, notamment aux États-Unis, qui étaient ressorties très bonnes jusqu'à vendredi 14h30, le NFP, statistique jusqu'à présent en tout cas, hein, tant attendu par les marchés, qui permet de déterminer si l'économie est en train de repartir et surtout si y a moins de, enfin en tout cas plus de postes qui sont créés que prévu, et ça n'a absolument pas été le cas. On attendait grosso modo 900 000 créations de postes, il n'en est ressorti que 660 000. Or si, bon, on a eu le PIB américain, hein, troisième estimation du deuxième trimestre, qui est ressorti à moins 30 et quelques %, mais ça, on en avait l'habitude et on avait l'information depuis un moment. Bref, les statistiques macroéconomiques, pas de grosses surprises, si ce n'est le NFP vendredi. Et surtout pas énormément d'impact cette semaine. Non, on a l'impression effectivement, en fait, tout est lié uniquement à ce qui se passe autour de Trump et puis basta quoi. La télé-réalité de Trump. Nous allons tout de suite passer à la rubrique microéconomie. Alors on a vu quand même cette semaine beaucoup d'actions au trou se détacher, donc des actions quand même limites d'ailleurs au bord du dépôt de bilan. Des bonnes nouvelles, certes, à court terme, mais il faut pas non plus s'emballer. Nous avons vu d'ailleurs cette semaine Genfit qui avait pris 30% après un accord, la signature d'un accord avec LabCorp, que ce soit aux États-Unis ou au Canada concernant la maladie de Nash et notamment le diagnostic. L'action avait explosé et là, elle a tout retracé. Donc, faut vraiment faire attention à ces décollages comme ça d'actions qui sont encore au trou. On a des bonnes nouvelles. Certes, ça catalyse à très court terme, mais la tendance de fond reste toujours intacte. Et si on regarde franchement sur ces valeurs, le volume, il monte, il gonfle la première journée de la news, mais tout de suite ce volume se redégonfle et en fait il n'y a pas un maintien d'un volume important. C'est impossible de tenir les cours et la progression. Il faudrait vraiment un retour d'un volume historique à un instant T pour inverser la courbe et donc forcément ces valeurs plombées, elles retombent. Nous avions eu également, on va passer très vite fait, un Europcar qui avait pris entre 18 et 20%, qui est au dépôt proche du dépôt de bilan, qui avait signé un contrat de partenariat et là aussi 18% une séance, 20% le lendemain, et puis là, le soufflet retombe comme on dit. Hein, donc louer des voitures s'il vous plaît. Pour aller où? Pour aller se promener quoi. Ah oui, on peut louer des bagnoles pour faire des vidéos. Ta question elle est vite répondue. Donc oui, il faut distinguer en fait les vraies bonnes news des fausses bonnes news. Exemple, là aussi on en avait encore parlé, des boîtes qui se portent bien, qui ont du cash, de la rentabilité et qui annoncent que ça va encore mieux avec le Covid. Petite parenthèse, pas non plus profiter
du drame de la Non, crise, mais après, il y a forcément des secteurs qui en profitent. On a quand même eu, depuis la Covid, là, cette fameuse Covid, une redistribution des cartes, et certaines entreprises arrivent à tirer le gros lot de cette redistribution. C'est normal et c'est légitime, comme à chaque redistribution, à chaque pseudo-drame ou pseudo-crise planétaire, sanitaire, économique, etc. Il y en a qui sortent par le haut parce qu'ils sont inventifs et ils savent se glisser dans la bonne tendance, quoi. Exemple Nike, qui avait publié des bons résultats, tout allait bien, hein, tout le monde en profitait pendant cette période un peu tendue de se mettre au sport. Bah, Nike en a profité, et dans la mesure où elle était déjà en tendance haussière, et ben elle a fait un espèce de gros gap haussier, et pour le moment, elle tient ce gros gap haussier, contrairement aux valeurs qu'on en a vu précédemment. Il y a d'autres news, on l'a vu, Pets at Home, qui avait publié également des bons résultats, relevé ses objectifs, etc. Là aussi, grosse tendance haussière. Nos amis, les animaux, on les oublie pas, et on dépense sans compter. Je crois que t'es bien passé pour le savoir. C'est pour dire, avec l'arrivée à la maison d'un énorme Saint-Bernard. Il pèse combien d'ailleurs? 4 mois et demi, il y a quelques jours, et déjà 44 kilos et un sac de pratiquement 15 kilos de croquettes en 15 jours. Quand on aime, on compte pas. Alors après, c'est vrai qu'à un moment donné, on va quand même se poser la question de la valorisation de ces boîtes. Pour le moment, le marché, visiblement, se pose pas trop la question. Il est simplement en train de se dire, bah, j'achète ce qui marche, donc que ce soit le luxe, qui est très cher, que ce soit les Amazon, Apple et compagnie qui fonctionnent, ou d'ailleurs même Tesla, tu pourras mettre le graphique ici, qui est toujours dans sa rampe de lancement. Les autres sociétés que tu as citées, quand même, elles ont un PER certes très élevé, mais loin des records historiques de PER. Je crois qu'on est à 24-25 actuellement, et il y a eu des records avant des... Ouais, c'est pas énorme en fait. C'est vraiment pas énorme, et le problème c'est que tant qu'on n'a pas cette solution vis-à-vis du Covid, ces boîtes n'ont aucune raison, les investisseurs n'ont aucune raison de sortir de leur cash de ces boîtes. Ils savent pas où aller, donc forcément ils mettent leur cash, que j'appelle là où se passe l'action, là où il y a du flux, là où il y a de la tendance, et là où ils sont le plus sereins pour mettre leur cash, donc ils continuent à mettre le cash là-dessus. Alors oui, comme on l'a vu, hein, celles qui sont au trou, comme par exemple Unibail, et ben le reste. On a également le secteur des bancaires qui est toujours voilà, en tendance baissière, absolument aucun intérêt pour le moment de rebondir tant qu'on n'a pas des news de la Fed. Ouais, d'une part, et puis comme on dit, sans gros signal technique. Alors après, comme aucun signal. T'as le côté fondamental news de la Fed, il y en a pas. Et côté signal, vous prenez n'importe quel bancaire en données mensuelles sur une unité un peu plus large pour vous donner, vous prenez recul, vous mettez à 2 mètres, vous regardez l'écran, ça donne tout sauf envie de payer. Alors après, c'est clair, une Société Générale à 11 ou un Crédit Agricole à 7, on se dit bon. Après, un Air France à 10, on disait bon, pourtant, je sais pas combien elle est, j'ai pas regardé, mais elle doit être à 2,50 ou 3. Je crois qu'elle vaut 10 Airbus, là. Personne n'en veut. Personne. Voilà. Donc si personne n'en veut, il y a peut-être une raison. Il y a également Renault, hein, donc voilà, Renault qui ne part pas, valeur cyclique également, Orange aussi complètement au trou. Bref, on va pas y passer 2 ans. Mais rien ne sert de changer de secteur pour l'instant. Si tu cherches de l'investissement, si tu cherches de la tendance, si tu cherches du flux, si tu cherches à être tranquille et serein, ça se passe sur les technos, les boîtes d'animaux, sur les trucs qui profitent de cette crise sanitaire. Alors d'ailleurs, en parlant là où se passe l'action, déjà le pétrole. Alors on en a parlé aussi cette semaine, très rapidement, le pétrole avait commencé à perdre 5%. Là, il reperdait tout à l'heure encore 4 ou 5%. Pourquoi? Parce que visiblement, on a quand même une baisse de la demande de pétrole, ce qui traduit une baisse de la consommation. Les indices, eux, s'en tapent complètement parce qu'ils sont composés d'actions et donc d'entreprises qui, pour certaines d'entre elles, profitent. Et nous avons également les métaux précieux au travers du gold et du silver. On en a largement parlé depuis maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Énorme semaine de Xav sur le gold avec plusieurs renforts à l'achat incroyables, des TP faits, réalisés, alors que moi, je suis resté un peu sur la touche avec mon silver qui n'a absolument pas bougé. Alors voilà, c'est justement, alors c'est intéressant d'avoir Rodolphe parmi nous, parce que Rodolphe était plus chaud sur le silver qui, lui, surperformait le gold avant qu'il baisse, et ensuite on a eu cette fameuse, voilà, ce moment de panique, notamment sur les technos, qui a été transmis sur les métaux précieux. Là maintenant, on a le gold qui est en train de se reprendre de manière un peu plus forte. C'est pas non plus, voilà, il n'y a pas non plus un écart de ouf, mais il se reprend un petit peu plus fort. Donc c'est vrai qu'on normalement, alors d'ailleurs on en avait parlé quand même largement dans le débrief hebdo. Je t'avais exposé le dimanche dernier dans le dernier débrief hebdo justement que j'étais positionné sur le gold et que je savais pas forcément si j'avais encore coupé ou pas. Et dans la mesure où il a tenu cette fameuse zone support là que tu vois ici sur l'écran, et ben derrière il s'est repris, on a accompagné le mouvement le plus longtemps possible. Ce que disait également Rodolphe à juste titre tout à l'heure, c'est que c'est vraiment très important de se positionner là où il se passe des choses. C'est-à-dire que certaines fois, il y a beaucoup trop de personnes peut-être qui veulent absolument avoir raison sur un actif et finalement il se passe pas grand-chose, ou alors on n'arrive pas à avoir raison, on s'entête
et on oublie les opportunités qu'il y a ailleurs. J'ai mis énormément de temps à le comprendre, pourtant j'en ai passé du temps devant les écrans, mais j'ai mis énormément de temps à le comprendre, alors que aller sur un actif où il y a du flux, où il y a de la tendance, où il y a du cash, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est quand même une façon d'être nettement plus serein, de savoir où vous allez et de faire de la performance. Les petits trades, les petits allers-retours sur futur indice, 20 points, 30 points, 40 points, 50 points, puis le lendemain, vous reperdez à l'inverse et tout. C'est nettement plus stressant et au final, vous allez générer une performance nettement moindre par rapport à cibler un actif là où il se passe vraiment quelque chose. On va en parler par exemple un peu après. Une TUP, c'est une action Tupperware aux États-Unis. Je l'ai repéré il y a quand même pas mal de temps. On est quand même passé de 1 à pratiquement 26, 27, fois 26, fois 27 en 3-4 mois. Et ben, peut-être qu'il fallait que je mette mon cash là-dessus, que je renforce mon cash là-dessus et je reste que là-dessus. Tupperware. Un Tupperware, quoi. Enfin, t'en as chez toi, voilà, les Tupperware, c'est coté en bourse. Et le truc, il a bourré. Vu que les restos c'est fermé, que les cantines ça marche plus, tu mets tout dedans et tu vas au boulot avec et tu manges comme ça. Ah ouais. Et on en reparle après. Elle arrive bientôt sur une zone intéressante. Peut-être éventuellement la reprendre. Oh, on peut en parler tout de suite. Hein. Exactement. Monteur, tu mets le graphique là, comme ça, à ma place. Elle a fait de 1 à 27. Vous la mettez tout de suite en mensuel. Vous voyez que le potentiel il est encore très élevé. Pourquoi pas 60, 70. Sauf que légitimement après un fois 26 fois 27. On corrige pratiquement la moitié de la valeur. Là, pour l'instant, elle doit être à 19, 20. Et peut-être qu'on revient sur le gros support des 13, 15. Ou moi, au moindre signal technique, ça m'intéressera de revenir à l'achat sur cette valeur. C'est plus une valeur swing dans le temps, à tenir en fond de portefeuille et franchement adapté en plus à la situation sanitaire actuelle. Ouais, parce que les Tupperware, c'est aware. Et en plus, elle est super liquide. Aucun souci de liquidité sur cette action américaine. C'est vrai que justement, tu disais les indices américains, et ça j'en parle très souvent, les indices américains surperforment, c'est là où il se passe le plus de trucs. Les valeurs du CAC, on voit il y en a 2-3 qui sortent du lot. Les actions américaines, il y a des flux énormes, de la volatilité, la liquidité, n'en parlons pas, ça n'a rien à voir. Franchement, tous les jours, allez voir le Nasdaq, analyser les valeurs, trouver des opportunités, il se passe de très très belles choses, de très très belles aventures. Moi qui suis un peu tout le marché action, je fais le tri en Europe où il y a des très très belles boîtes, mais c'est très dur de trouver des nouvelles belles aventures qui ont un chemin vraiment haussier, linéaire, complètement indépendant des indices. Voilà, on a... C'est pas mal, hein. Écoute, c'est déjà pas mal. Alors, du coup, on va profiter que Rodolphe est parmi nous, parce que ça ne sera pas... Enfin, si, peut-être, visiblement, ça sera de plus en plus le cas à distance. Hein, on va quand même garder nos distances. Je vais essayer de me prendre au jeu, je vais essayer de progresser. C'est ma première, mais franchement, au top, super intéressant, super sympa. Pour revenir sans... Je vais arrêter de claquer des doigts. Mais je ne pas faire des trucs parfois. Ouais. Là, moi, ça va, mais tout à l'heure, j'ai envie de me gratter le nez. Parce que, tu sais qu'en plus, il coupe rien. Alors si, j'ai une question, parce qu'il m'en a parlé tout à l'heure en backdoor. Les croisements de moyenne mobile à 20 et 50 périodes en daily sur les indices européens, pourquoi est-ce que c'est important? Important, je sais pas, mais notamment sur le DAX, je le surveille de très près. Pourquoi? Parce qu'ils sont relativement rares et relativement très importants. Pour ceux notamment qui ont envie de faire un peu de swing ou essayer d'attraper une tendance un peu plus longue, on en a eu cette année que 2. Un baissier juste après les événements majeurs du Covid, qui vous a fait quand même passer le DAX de pratiquement 13 500 à, de mémoire, aller au plus bas sur le cash, 8 220,51 points, je crois, à peu près. Ensuite, on a eu un autre haussier de mémoire avril-mai qui vous a fait quand même remonter le DAX de manière incroyable. 8005 à 13002. Et là, fin d'année, alors je sais, il y a les élections américaines, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai quand même tendance à regarder mes graphes et à trader ce que je vois sur mes graphes. Alors, fondamental, les news, c'est important et tout. C'est ce qui va être, parfois, l'élément déclencheur. Mais le graphe est souvent annonciateur. Et là, ma MM20 et ma M50, elles commencent à se chatouiller. Elle n'a pas encore croisé. Ça se chatouille. S'il y a un croisement, pourquoi pas redescendre tout en bas, mais pourquoi pas finir l'année sur une note un peu moins négative, puisque là, en 6 mois, c'est quand même passé un truc de malade. On a pratiquement tout repris ce qu'on a perdu. Pourquoi pas reperdre 23,6, 23,38,2 Fibo de toute cette hausse? Pourquoi pas? Ce qui nous ramènerait peut-être un DAX à 11 500, 12 000, quoi, par là. Intéressant, donc à surveiller ce croisement moyenne mobile, 20-50, accompagné d'un signal, bien évidemment, un peu en daily. Déjà journalier cash, et après on signale ce qu'il faut. Ce qui est en train de se passer cette semaine. Il y a eu quand même un précurseur la semaine dernière. Lundi, gap hebdo, gap d'éjection avec une open en extrême, ce qu'on appelle en open en extrême hebdo. C'est-à-dire que le PIO de la bougie hebdo, c'est le PIO de la semaine. C'est quand même un signal assez fort. Attention à surveiller dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'on n'ait pas un nouveau gap d'éjection, et là, qui déclencherait ce croisement, et qui permettrait peut-être d'appuyer un peu le marché et dire aux investisseurs
sortir un peu de cash, quoi. Bah, surtout que le DAX et le CAC, hein, alors on en parle souvent, mais ils sont quand même sous des zones de résistance très très fortes, ils arrivent plus à monter, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de bonne news. Et le CAC, c'est encore pire que tout, parce que le DAX est quand même revenu à des niveaux stratosphériques. Le CAC, il n'y a jamais eu un semblant d'étincelle. Vous aviez la shorté à chaque fois sur cette zone de résistance, je l'en félicite. Et au final, moi qui me dis, bon, le CAC c'est une limace, il est tellement lent, j'y vais pas. Vous adaptez votre money management et votre taille de position au nombre de points d'indice, c'est exactement de la même chose. Et à aucun moment, il vous a fait une quelconque frayeur. C'est même indécent, quoi. Ouais, c'est limite, en fait, on va pas dire qu'il n'y a pas de risque, parce qu'il y a toujours un risque, bien évidemment, quand on trouve un vaccin. Alors, c'est pas un risque, on va dire que c'est un risque dans le sens, si tu es positionné, bien évidemment, short, c'est pas un risque de trouver un vaccin au sens propre du terme, attention. Mais du coup, c'est vrai que c'est moins dangereux si on cherche à vendre un indice, prendre plutôt soit le CAC en premier, le DAX en deuxième, voire même avant le CAC, l'indice espagnol. Alors, généralement, ces indices-là, on dit, oulala, je connais pas déjà le CAC, le DAX, oulala, c'est en Allemagne. Les indices américains, on aime bien parce que ça bouge beaucoup, surtout le Dow Jones, il y a beaucoup de points, du coup on a l'impression d'être millionnaire à chaque fois qu'on passe un trade. En termes de money management, c'est exactement la même chose. Alors qu'en fait, il faut juste effectivement adapter le nombre de lots, sa taille de position en fonction du point. Ça veut rien dire en nombre de points. l'IBEX, c'est une catastrophe. Ah non, mais l'IBEX, voilà, enfin, je te mets le graphique ici, on en a déjà parlé, les 7100 points, etc., etc. On revient sur des zones. Et si t'aimes acheter à l'inverse, bah tu vas où ça se passe sur les technos. Nasdaq avec les 10 800, cette zone support ici, on en a déjà largement parlé, ça fait plusieurs fois qu'on bondit dessus, donc plutôt privilégié pour le monde Nasdaq. On parlera dans une prochaine vidéo justement de ces notions de rotation sectorielle, quand est-ce qu'elle pourrait avoir lieu, quel sera la timing d'intervention et surtout sur quelle valeur aller au moment où on estimera que les valeurs techno, elles sont chères, ça vaut pas le coup, et du coup, qu'est-ce qu'on peut acheter à la place? Au moment, il y en a pas, on parle souvent de rotation sectorielle, ça y est, c'est la bonne. Quand le Nasdaq a commencé à se vautrer, alors qu'en fait, absolument pas. On peut tout de même souligner, ça t'en avait parlé au début de la vidéo, si tu peux mettre le graphique ici sur le Dow Jones, s'il te plaît. On voit ici cette fameuse zone de résistance des 28 000 dont tu parlais, qui, somme toute, limite la progression pour le moment. Un plafond de verre sur le Dow Jones, mettez-le depuis plusieurs mois. Il n'arrive pas à s'installer au-dessus. Il est resté peut-être 2-3 jours au-dessus plusieurs fois ou quelques semaines, mais jamais de grosses clôtures hebdomadaires au-dessus ou de grosses clôtures mensuelles dessus. À chaque coup, c'est un niveau qui est vendu où soit des investisseurs sortent ou des fonds ou initient des positions vendeuses sur ce niveau. En tout cas, il a du mal à aller plus haut que ces 28 000 points. Et du coup, tu nous as donné une valeur Tupperware, les Tupperware, le fameux Tupperware. T'as pas un autre truc sous le coude à surveiller, à checker ou pas, non? Là, on est plus sur de la valeur de croissance, sur de la valeur liquide et tout. Mais après, c'est vrai que sur les US, il y a énormément d'opportunités sur des toutes petites valeurs qui peuvent être très liquides. Je pense là à Ferroglobe, que j'ai donné sur IVT il y a quelques temps. Elle est passée directement de 0,50 à 0,80, elle nous a donné 35% en quelques jours. Là, je crois qu'elle revient sur sa zone support des 0,6, 0,65. Mettez-la en données mensuelles. Le potentiel jusqu'à 2,5-3 $ est énorme. Ferroglobe, le code c'est GSM. GSM sur le Nasdaq, regardez, énorme volume. À mon avis, il y a un petit truc encore à faire sur cette valeur-là. Pourquoi pas la reprendre? À surveiller, donc, si jamais ça vous intéresse pour creuser un petit peu plus. Et je tiens ensuite, parce qu'on a oublié d'insister tout à l'heure, sur cette astuce de la scène du crime. SOC, scène of crime. Regardez, notamment sur les indices américains, à chaque coup que le matin, et ça se passe souvent le matin en Europe, il y a une news qui tombe, c'était le Covid de Trump, mais ça peut être tout et n'importe quoi. On revient à cette scène de crime, c'est-à-dire au lieu de départ, avant l'impact, avant la news. Ce soir, certainement que ça peut retomber, mais en tout cas, ils reviennent chercher le niveau d'où ils sont partis avant la news, et après, ensuite, ils se repositionnent au mieux de la journée pour prendre un peu plus de recul, et je pense que ce soir, ils vont pas s'affoler, mais ils vont pas non plus s'envoler, et ils vont laisser digérer la news et voir ce week-end si Monsieur Trump et Madame Trump se rétablissent très bien la Covid. Alors, sachant qu'effectivement, au moment où on tourne cette vidéo, c'est le vendredi soir, donc on sait pas quelle news il y a eu ce week-end. Juste au cas où, petit message d'avertissement. Je pense que pour une première, c'est déjà pas mal. J'espère que ça t'a plu. Sur ce, moi je laisse faire l'intro, il se démerde. Ciao! Ravi de vous avoir retrouvé, j'espère intervenir plus souvent sur la chaîne. Au top, ça m'a plu. C'est pas un exercice simple, c'est la première fois que je m'y mets. J'espère avoir fait de mon mieux et je vous souhaite une bonne fin de week-end.